Bonjour à tous et bienvenue au Printemps du Livre, ici à Montaigu pour le journal de ce vendredi 11 avril. Vous l'avez compris, d'ici à dimanche soir, 250 écrivains vont se succéder sous ce chapiteau. Vous allez pouvoir leur demander des dédicaces, discuter un petit peu aussi avec eux. Mais avant de rentrer dans les coulisses de l'événement et de vous présenter les temps forts du week-end, je vous propose de jeter un œil aux autres titres développés dans ce journal. Et on va commencer par une question. Quel avenir pour nos départements? Vous avez peut-être entendu le discours de politique générale de Manuel Valls. Le Premier ministre envisage leur suppression à l'horizon 2021. On va donc aller voir ce qu'en pensent les chefs de file politiques. Après presque une demi-année d'attente et de report, les 440 Fagor-Brand vendéens devraient être fixés en début de semaine prochaine. Le tribunal de commerce de Nanterre a reçu cet après-midi les repreneurs du groupe. Et puis, le vent d'espace à Mouilleron-le-Captif accueille ce week-end le championnat national de twirling, présentation de la discipline en fin de journal. La 26e édition du Printemps du Livre a donc commencé ce matin à Montaigu. 250 écrivains vont se succéder derrière ces tables d'ici à dimanche soir, avec, comme chaque année, une journée un petit peu plus bruyante que les autres, celle qui est en particulier réservée aux enfants. Vous avez compris, c'est aujourd'hui. Je vous propose donc un retour sur l'animation et plus particulièrement sur les ateliers organisés. Alors attention, avec Alix Solanos. Comme dans un rêve, Rémi entend papa crier. Ces élèves sont en train d'enregistrer des livres sonores pour les aveugles et les malvoyants. Et oui, c'est aussi ça, le Salon du Livre de Montaigu. Des ateliers, de la maternelle jusqu'au lycée, en marge des allées très fréquentées du salon. Ces élèves de 5e, par exemple, s'essayent au journalisme. 3 paragraphes, un paragraphe pour chaque. On est allé chercher les libraires, on leur a posé des questions et avec toutes les questions, toutes les réponses qu'ils nous ont données, on va essayer de faire un texte, un bon texte qui pourra être mis dans le journal. Je l'ai vu, je vous dis que je l'ai vu. Autre atelier, autre ambiance. Ici, les lycéens s'improvisent conteurs. Alors, ils profitent des conseils d'une comédienne avant l'arrivée de leur public, des élèves de maternelle. Des petits bouts pour qui, bien souvent, les livres ont déjà une grande importance. Oui, je crois que vraiment entendre des histoires peut donner en tout cas le goût des histoires sous quelque forme que ce soit et permettre de se construire des rêves et ça c'est super important. Pendant ce temps, ils sont des centaines à faire trembler les allées du salon en quête de réponses au grand jeu du rallye des livres. On doit aller dans les stands pour résoudre des énigmes et voilà. Un bon prétexte pour discuter avec les auteurs, poser des questions aux éditeurs, bref, s'intéresser aux livres sous toutes ses formes. Ce vendredi, près de 3800 scolaires auront pu profiter du Salon du Livre de Montaigu. Alors du côté des lecteurs, la part belle était donnée aux enfants aujourd'hui, vous le voyez je crois à côté de moi. Et puis du côté des écrivains, les locaux sont aussi très bien représentés. Vous retrouverez notamment jusqu'à dimanche soir, là encore, Yves Violier, Claude Mercier, Jean-Claude Lumet ou encore Angéline Chussot. Elle est auteure et éditrice à Château-Guibert. J'essaye aussi de préciser que tous les albums sont imprimés justement en Vendée, localement, c'est important, voilà, de dire oui que de faire travailler les gens du coin, oui c'est important. Et je sens que les gens sont attachés à ça et ils en prennent de plus en plus conscience. Alors on va revenir évidemment sur le Printemps du Livre un petit peu plus tard dans le journal, mais je vous le disais tout à l'heure dans les titres, on va aussi parler ce soir des départements. Manuel Valls, le nouveau Premier ministre, a proposé en tout début de semaine de les faire disparaître d'ici à 2021, ce qui permettrait de faire des économies d'échelle. Alors 2021, on pourrait dire que c'est encore loin, mais vous allez voir que c'est une proposition qui déjà ne laisse pas indifférent. Carl Laboureux. Mon dernier objectif est d'engager le débat sur l'avenir des conseils départementaux. Je vous propose leur suppression à l'horizon 2021. Redécouper la carte cantonale, modifier les appellations pour finalement supprimer les conseils généraux ou départementaux à l'horizon 2021. L'annonce du Premier ministre mardi n'est pas sans susciter des réactions, à droite évidemment en premier lieu, où l'on n'hésite pas à parler d'enterrement de la ruralité. Est-ce que les Vendéens imaginent la disparition de la Vendée? Non. Est-ce qu'on va demain supprimer les routes départementales? Est-ce qu'on va supprimer le RSA? Les collèges, c'est ça qui coûte de l'argent. Si ces compétences doivent être assurées par une grande région beaucoup plus lointaine, il y aura moins d'efficacité.
Et s'il y a moins d'efficacité, il y aura plus de dépenses publiques. Et au final, on n'aura pas des économies, on aura des dépenses publiques supplémentaires. Pour les élus socialistes, autre son de cloche, ce projet doit se réaliser à la clé des économies financières, mais aussi administratives. Le millefeuille territorial serait ainsi allégé. Il ne s'agit pas de faire disparaître les départements. Le département de la Vendée existera toujours. L'objectif, c'est de gagner en efficacité, en lisibilité. Je crois qu'il faut qu'on conserve 3 niveaux aujourd'hui. L'État, bien sûr, les régions, demain plus grandes, plus fortes, avec comme grande compétence l'économie, et puis tout ce qui concerne le bloc communal, c'est-à-dire les communes et les intercommunalités qui doivent prendre là aussi plus de compétences et plus de responsabilités. Les conseils généraux, mais aussi avant cela les cantons et les régions. À terme, les réformes liées aux collectivités territoriales vont en tout cas modifier considérablement l'administration à la française. Et quitte à choisir, à droite comme à gauche, ce serait une fusion des régions Bretagne, Pays de Loire, voire également Poitou-Charentes qui semblerait la meilleure solution. Changement de décor, mais nous sommes toujours au printemps du livre ici à Montaigu. Avant d'aller d'ailleurs à la rencontre d'Annick Leray dans un instant, la présidente du prix Ouest Jeunesse du festival, on va prendre la direction de La Roche-sur-Yon. Les salariés de Fagor-Brandt avaient une nouvelle fois rendez-vous avec leurs représentants cet après-midi alors que le tribunal de commerce de Nanterre devait rencontrer les candidats à la reprise. Pierre Dalicieux. Peu de monde sur le site de La Roche-sur-Yon en ce début d'après-midi, peu de monde et un sentiment partagé. Depuis ce matin, l'Espagne a donné son accord au rachat des marques par Cevital, une nouvelle très attendue mais qui n'empêchera pas la casse sociale. Pour moi, Fagor, ça peut être sauvé, mais bon, ça ne sauve pas mon emploi. Donc à partir de là... Il y a 2 vagues, 200 personnes qui vont être licenciées aujourd'hui et 200 autres personnes qui vont rester 1 an et demi, voire 2 ans, mais qui, eux, vont partir naturellement en retraite. Donc, il n'y aura pas de scandale, il n'y aura rien. Enfin, il n'y aura plus d'industrie. Plus d'industrie, il n'y aura plus rien. Les sites vendéens, eux, pourraient être sauvés grâce à un accord de sous-traitance entre le groupe Cevital et les candidats à la reprise. Là encore, au prix de nombreux licenciements. Il va quand même y avoir un nombre beaucoup trop élevé de licenciements sur les 2 sites vendéens. Mais on peut quand même se réjouir que les 2 repreneurs vendéens, Variance Technologies et Svin Industrie, vont peut-être pouvoir mettre en œuvre leur projet. Tant mieux s'il y a un accord, c'est une bonne chose. Tant mieux s'il y a une reprise au niveau industriel. Mais c'est fort dommage qu'on a trop laissé traîner pour permettre de conserver la totalité des emplois. Le tribunal de commerce de Nanterre, lui, rendra sa décision en début de semaine, mettant fin à un feuilleton très long pour les salariés vendéens. Alors même s'il ne faut pas crier victoire trop vite, l'accord de l'Espagne permet donc quand même de croire encore un petit peu en la survie des 2 sites vendéens de Fagor-Brandt. Toujours au chapitre économique, un nouveau président à la tête de la CGPME. Robert Jousset passe la main. C'est désormais Éric Less, dirigeant d'une entreprise de Velluire près de Fontenay-le-Comte, qui prend le relais. Votre priorité en tant que président de la CGPME Vendée, ça va être quoi ? Toujours et encore de participer, de faire entendre notre voix pour faire baisser les charges de l'entreprise. Elles sont malheureusement beaucoup trop lourdes. Il ne faut pas oublier que les PME, dans notre pays, c'est 97% des entreprises du privé. Et c'est la moitié de l'exportation du pays. Eh bien, nous sommes maintenant au Caméra 5, c'est le cinéma de Montaigu. Ça a toujours un rapport avec le printemps du livre, vous allez voir. Je suis en compagnie d'Annick Leray, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la présidente du prix Ouest Jeunesse de cette année. On expliquera tout à l'heure ce que c'est exactement. Mais vous êtes aussi et surtout, j'ai envie de dire, auteur et scénariste. Et vous participez donc dans le cadre du Printemps du Livre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est au cinéma, à une rencontre, c'est ça, avec des jeunes de Montaigu. Oui, alors il y a des salles de classe qui viennent regarder les films, le tableau et un autre film qui s'appelle Kériti, la maison des contes. Voilà. Alors justement, on a commencé à en parler. Une de vos dernières réalisations au cinéma, c'est ce film d'animation, Le Tableau, pour essayer de résumer. Alors c'est de manière très très courte, ne m'en voulez pas. C'est des personnages d'un tableau qui n'est pas terminé, qui partent à la recherche du peintre qui est à l'origine de l'œuvre. En quoi être scénariste et être auteur, ce sont des métiers différents ? Alors pour moi, c'est pas différent parce que j'écris les histoires que je scénarise. Mais on peut aussi faire des adaptations.
Et en ça, le travail est un peu différent parce qu'on a le matériau et puis il faut trahir avec adresse et délicatesse. Donc moi je ne me trahis que moi-même, donc ça va, j'ai toute l'attitude pour le faire. Et puis ici, comme on est dans un salon littéraire, auteur, c'est plutôt écrire des livres. Mais il se trouve que moi j'écris d'abord pour le cinéma et ensuite sort le livre. Je réécris dans une forme plus littéraire. C'est-à-dire le plus film. littéraire, ça veut dire être plus précise dans les phrases, dans l'histoire, aller plus loin dans le détail? Non, c'est pas de cet ordre-là, c'est pas la même façon de raconter, c'est une autre narration. Donc là, c'est essayer de mettre les images finalement à travers des mots puisqu'on ne les a pas à l'image. Voilà, si vous voulez, on peut le dire comme ça, oui. Est-ce que vous croyez justement aujourd'hui, en 2014, en l'avenir du livre avec un L majuscule? Alors bon, je vais vous dire franchement, quand j'ai écrit l'histoire de Kériti, La Maison des Contes, c'est l'histoire d'un petit garçon qui hérite d'une bibliothèque. Et on parlait de l'affreux e-book avec des sabots fourchus qui allaient mettre en enfer tous nos livres dans un autodafé extraordinaire. Et puis en fait, ça fait 10 ans de ça. Et les livres sont toujours là, les enfants les adorent. Je crois qu'on a un rapport tellement tactile, sensuel, physique avec le livre qu'on y est attaché encore pour très longtemps. Même la numérisation de nos œuvres, même la numérisation des classiques, par exemple, ne met pas en danger le papier. J'ai pas l'impression. Je crois qu'on n'a jamais autant utilisé de papier ces dernières années. Donc, je crois que ça peut faire comme pour l'image. On a dit la multiplication des écrans. Mais en fait, non, les gens ont plus de possibilités et c'est très bien. Très, très bien. Alors en vous présentant, j'ai dit que vous étiez aussi la présidente du Prix Ouest Jeunesse 2014. C'est un concours de nouvelles, c'est ça, pour les jeunes, du primaire à la terminale. Cette année, ils ont dû imaginer ça, forcément un lien quand même avec vous. Imaginer une histoire s'ils étaient happés par un tableau, donc un très fort lien avec la culture et l'art. Le jury a tranché. On ne va rien dire parce que les résultats, c'est dimanche soir sur le Printemps du Livre. Alors sans dévoiler le nom des gagnants, est-ce que vous pourriez quand même nous donner votre avis sur les productions que vous avez vues? Alors, les productions, on est toujours surpris. C'est un petit peu comme quand on regarde des courts-métrages. Dans l'écriture, il y a toujours une infinité d'imaginaire, une infinité de regards, de singularités. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux, c'est inépuisable. Donc, moi, personnellement, en tant qu'auteur, quand je vais dans un salon du livre, j'ai envie de sortir en courant. Je me dis, j'écris plus rien, c'est pas la peine, tout est dit, tout est fait. Mais quand on relit toute la production de gens, d'enfants qui ont entre 10 et 17 ans aujourd'hui, c'est infini. Il y a toujours de la place pour la parole singulière, pour le goût des mots, l'assemblage. Voilà, donc c'est très ouvert. Si vous avez envie d'écrire, il ne faut vraiment pas vous gêner, il y a de la place. Il y a de la place. Et ben on terminera là-dessus. Merci beaucoup Annick Leray. Très bon séjour ici à Montaigu sur le Printemps du Livre. Merci. On va continuer donc avant de passer, on va retourner, vous allez voir, sur le salon du livre au théâtre de Thaly. Mais je vous propose de découvrir complètement autre chose. On va parler twirling. C'est une discipline dont on parle finalement peu et pourtant la Vendée est un des viviers les plus importants de France. Delphine Ledu est allée à la rencontre de la jeune Leslie Enfrin. C'est la championne nationale cadette Excellence 2013 et figurez-vous que Leslie, elle participe ce week-end au Vendée Space au championnat national de twirling. On regarde. Comme à chaque entraînement de twirling, Leslie Enfrin débute la séance par des étirements. Une étape importante pour éviter claquage et déchirement musculaire, car ce n'est pas le moment de se blesser pour la jeune fille de 14 ans. Ce week-end, elle participe au championnat national individuel de twirling. C'est extraordinaire, c'est participer au championnat de France, c'est beaucoup, c'est très important parce que tout le monde n'y arrive pas, tout le monde ne se sélectionne pas, donc y aller c'est un peu comme un privilège. Dans ce championnat, Leslie concourra dans la catégorie cadette Grand Prix, une catégorie qu'elle découvre cette année. Plus qu'un plaisir, c'est aussi la compétition qui motive Leslie, twirler depuis ses 6 ans. On a de la pression, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, on est jugés. Mais le but, ça reste quand même de s'amuser et puis c'est toujours des superbes ambiances parce que c'est des beaux week-ends.
Au total, elles seront 9 dans sa catégorie. Chaque participante aura 2 minutes 30 pour présenter une chorégraphie sur laquelle elles seront jugées sur la technique et l'artistique. Ma sœur a fait la chorégraphie en fonction de ses qualités et ses défauts. On va dire, on va essayer de ne pas trop mettre en valeur ses défauts, puis mettre en valeur ses qualités. Donc Leslie, elle est plus maniement général et roulé. Et les lancers, il faut qu'elle y travaille encore. Elle est très persévérante. Quand elle ne réussit pas un mouvement, il faut toujours qu'elle refasse, sinon elle n'est pas du tout contente. Faut toujours qu'elle réussisse, quoi. Ouais, voilà. De la persévérance, il en faudra surtout pour vaincre sa peur, car ce que Leslie redoute le plus, le trou de mémoire. Ce journal un peu spécial ici sur le printemps du livre à Montaigu fait qu'il n'y a pas de rendez-vous sportif avec Delphine ou Aurélien, mais ça n'empêche pas d'ouvrir ensemble quand même l'agenda du week-end. Alors ce week-end justement, championnat national de twirling au vent d'espace, donc on vient de le voir. À Saint-Hilaire-de-Riez, on en a parlé avant-hier, c'est également le championnat de France de tennis fauteuil. Vous allez pouvoir applaudir parmi les meilleurs joueurs mondiaux, dont le local de l'étape Stéphane Audet. Pour les amateurs d'automobile, ce week-end, c'est aussi la fameuse course de côte de Bournezeau. En 2 roues, dimanche, départ du 112e Paris-Roubaix. Le team Europcar mise sur Jérôme Cousin, Jimmy Angoulevent ou encore Johan Jen. Brian Coquard, lui, fait partie des remplaçants. Et puis en sport collectif, 2 rencontres à retenir. En basket, tout d'abord, du basket féminin, match de Ligue 2 entre La Roche-sur-Yon et Perpignan. En football, rencontre de CFA entre les Herbiers, 3e de la poule, et Saint-Malo, qui est le 2e. Je change de fiche. Les aléas de l'extérieur, c'est que vous voyez, on est dans le vent. Donc vous êtes avec moi, on continue. Voilà pour le sport. À La Roche-sur-Yon, de son côté, eh bien, la ville accueille son premier salon dédié aux seniors. Bien-être, habitat, service à la personne ou encore loisirs pour les plus de 50 ans. Ça se passe demain samedi et dimanche au parc des expositions des Oudéries et l'entrée est libre. Et puis ce week-end, c'est aussi l'élection de Miss Prestige Vendée. Rendez-vous demain soir, là c'est à Fontenay-le-Comte, salle des OPS, et ce à partir de 20h30. Le temps de changer une nouvelle fois ma fiche, et j'accueille Antoine Chéreau. Antoine Chéreau, bonjour. Bonjour. Maire de Montaigu, président de la communauté de communes Terre de Montaigu. Vous êtes donc l'organisateur du Printemps du Livre ici. C'est la 26e édition, si je ne me trompe pas. On peut donc dire que le livre papier a toujours beaucoup de succès. Mais il en a même de plus en plus. La preuve, le grand chapiteau qui est derrière vous, qui va accueillir tout au long du week-end 250 écrivains à peu près, et qui va accueillir au minimum, parce qu'on pense faire aussi bien que l'année dernière, 35 000 visiteurs. 35 000 visiteurs qui vont rencontrer les écrivains autour du livre. C'est une particularité de notre salon, et ça plaît aux écrivains et du coup effectivement aux lecteurs, c'est que les gens qui viennent pour le livre et repartent avec des livres. Alors 250 auteurs qui sont annoncés cette année, des locaux, on en parlait au début du journal, mais aussi des auteurs à la renommée, sans vouloir blesser personne, mais un petit peu plus national, on va dire. Je pense à Michel Drucker, au président évidemment, Laurent Deutsch cette année, ou encore à Vladimir Fedorovski, qui est un habitué, je crois, puisque les éditions précédentes, il était déjà là. Bref, comment on fait pour les inviter? Est-ce que c'est compliqué d'avoir des noms comme ceux-ci sur le Printemps du Livre? On a plutôt des difficultés à les sélectionner qu'à les inviter, donc on a cette chance-là. La règle, et c'est le respect qu'on a pour notre public, la règle c'est qu'on invite des écrivains qui ont publié depuis le dernier Printemps du Livre, et des écrivains qui sont de qualité. Donc on travaille en amont avec les maisons d'édition et on est plutôt à découper pour qu'il n'y en ait pas de trop, parce qu'au-delà de 250 ce serait difficile, et donc ça nous permet d'avoir un choix varié. C'est important pour nous d'avoir du roman, d'avoir de l'histoire, d'avoir des auteurs jeunesse aussi. Il y a un record cette année, il y en a 38 auteurs jeunesse, de façon à ce que le public le plus varié possible s'y retrouve et prenne le goût de la lecture. Alors si on rentre un petit peu plus dans le détail du programme, quels sont les temps forts pour cette édition de 2014? Nous aurons l'inauguration demain avec le président Laurent Deutsch qui succède à Éric Emmanuel Schmitt. On a choisi Laurent Deutsch parce qu'il y a un lien avec la Seine et que nous sommes ici à côté du théâtre de Thaly, et donc il nous fera demain le samedi donc une lecture publique de son dernier livre dans l'après-midi. Et puis on aura un moment fort aussi qui sera la proclamation du prix Ouest. Michel Ragon sera malheureusement pas parmi nous, mais
Yves Violier le remplacera avec son accord bien entendu, et le prix Ouest sera remis demain matin. Et puis tout au long du week-end, des escales littéraires avec Philippe Chauveau de Web Téléculture, des escales également un café littéraire avec Philippe Vallée de France Info tout au long du week-end. Et puis une très belle exposition, Ah je oui, crois, le pas clou loin de nous derrière, du ouais. tout, avec Ouais. 2 manuscrits assez hors du commun. Oui, enfin en tout cas différents manuscrits, mais de 2 styles différents. On aura effectivement le testament politique de Louis XVI que nous a prêté le musée des livres et des manuscrits. Donc évidemment c'est une grande chance, un grand honneur que nous l'ayons. Et puis aussi des lettres de haut poilu de Clémenceau, ce qui évidemment colle bien à l'actualité avec l'anniversaire que nous fêtons sur la Grande Guerre. Et puis Clémenceau, ce grand Vendéen auquel nous sommes si attachés, en particulier à Montaigu, puisque son grand-père était sous-préfet de Montaigu. Donc il est peut-être bon de rappeler que le printemps du livre, ce n'est pas seulement des allées pour aller rencontrer les auteurs, mais donc là on peut aussi flâner, prendre le temps et aller écouter, vous le disiez tout à l'heure, par exemple Laurent Deutsch. Laurent Deutsch, demain après-midi. Ça c'est demain après-midi. S'ensuit une séance de dédicace, je crois. Oui, voilà, il y en a toute la journée. Ouais. Et puis différentes rencontres avec d'autres auteurs. Merci Antoine Merci à Chéreau. On va un tout dernier mot avant de finir ce journal. Un mot de cet autre salon littéraire vendéen qui se tient aussi ce week-end. C'est le salon du livre ancien, avec un accent qui est mis cette année sur le roman policier, le roman noir et le thriller. Ça se passe au Château d'Olonne. C'est demain et dimanche et c'est salle Plissonneau. Le temps de votre week-end, parce qu'on garde les bonnes habitudes, eh bien c'est du soleil pour à peu près tout le monde. Alors un léger voile nuageux sur la côte, peut-être demain et peut-être dimanche, mais pour le reste quand même ça va être beaucoup de soleil pour tout le monde. Côté température, il va faire très doux au-dessus des normales saisonnières et on l'espère peut-être un tout petit peu moins de vent, mais ça on le verra dans les prochaines heures. Le bulletin complet c'est évidemment dans un instant avec Armelle Pavageau. Lundi, retour en studio, vous en doutez, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. Ce sera avec Edwige Richard. D'ici là, très bon week-end à vous tous, que ce soit dans la chaise longue ou dans le salon. Eh bien, je vous souhaite aussi de très bonnes lectures, très bon week-end et puis à bientôt.